liée à la pandémie du Covid-19 a touché l'ensemble des pans de notre société et a appelé la mise en œuvre de mesures strictes afin d'endiguer la circulation de la maladie au sein de nos territoires. Dans le cadre de vos prérogatives, en tant que ministre de la Justice, vous avez mis en place des mesures spécifiques touchant le monde judiciaire et carcéral. Parmi ces mesures, qui ont également été appliquées au sein des territoires ultramarins, je tiens à citer par exemple la suspension des parloirs, avec en contrepartie la mise en œuvre de mesures de compensation telles que l'augmentation du forfait téléphonique, l'aménagement des promenades par petits groupes, l'arrivée massive de masques pour le personnel, la libération anticipée de certains détenus en fin de peine, mais également la réduction de l'activité juridictionnelle qui a permis de réduire le nombre d'entrées dans les prisons. Je salue l'ensemble de ces mesures. J'ai d'ailleurs interpellé votre cabinet au sujet de l'inquiétude du personnel pénitentiaire de la Guadeloupe quant à la livraison de masques et de gants. Nous avons été entendus sur cette demande. Aujourd'hui, de nombreuses interrogations subsistent, Madame la Ministre. La surpopulation carcérale de nos prisons pose notamment la question du maintien de l'ordre en son sein durant les prochains mois. Un certain nombre de parlementaires, membres de la délégation aux Outre-mer, vous interrogeront sur de nombreux thèmes tels que les conditions sanitaires dans les territoires tels que la Guyane, la prise en charge des violences intrafamiliales ou encore l'application en Nouvelle-Calédonie de la libération anticipée des détenus. J'invite mes collègues parlementaires à limiter, comme d'habitude, leur temps d'intervention à 2 minutes. Pour ma part, Madame la Ministre, je vous interrogerai sur les 3 points suivants. Le premier point, la gestion de la crise Covid-19 au sein des territoires ultramarins a remis la lumière sur la problématique de la surpopulation carcérale et sur la gestion des détenus au sein de nos territoires. Suite aux annonces importantes faites pour la Guadeloupe l'an dernier, je souhaiterais savoir quel est l'état d'avancée du plan de rénovation de l'immobilier relevant de la compétence du ministère de la Justice. Je pense ici à la maison d'arrêt de Basse-Terre, le centre pénitentiaire de Bémao, le palais de justice historique de Pointe-à-Pitre ou encore le palais de justice de Basse-Terre. Deuxième interrogation, Madame la Ministre, comment sera équipé le personnel judiciaire, aussi bien en juridiction que dans les lieux privatifs de liberté, de gants, masques et gel pour éviter tout risque sanitaire? Et enfin, troisième question, Madame la Ministre, enfin, dans le prolongement de l'enquête publiée cette semaine par le Conseil national des barreaux, j'ai pu échanger avec l'ancien bâtonnier de Guadeloupe, Maître Bernard Pancrel, ainsi qu'avec le président de l'Union des jeunes avocats, Maître Pascal Bon, qui ont attiré mon attention sur les difficultés singulières rencontrées par les avocats de Guadeloupe dans la crise sanitaire que nous traversons. L'inquiétude est grande de voir certains avocats perdre leur collaboration libérale et d'autres mettre la clé sous la porte de leur cabinet fragile. À ce propos, comment pouvons-nous aider les cabinets les plus modestes à survivre tout en gardant la garantie pour les justiciables d'une proximité dans l'accès aux droits, compte tenu parfois du contexte de double insularité? Je pense notamment à leur demande de revalorisation de l'UV de l'aide juridictionnelle au regard de l'insularité, voire de la double insularité, par exemple, comme c'est le cas chez moi, avec Marie-Galante, les Sept, la Désirade, ou une augmentation du nombre d'UV à raison de ces critères. Une valorisation spécifique de l'aide juridictionnelle pour les avocats exerçant en Outre-mer pourrait être examinée, tout comme un versement anticipé d'une fraction de celle-ci compte tenu de la crise sanitaire. Je pense également à l'annulation des charges sociales et fiscales endurées par les cabinets les plus fragiles et plus globalement pour l'ensemble des professions libérales en difficulté. Je pense aussi à l'amélioration des moyens de la justice numérique dans le respect des droits fondamentaux du citoyen, permettant une reprise plus rapide et efficiente des activités de ces auxiliaires de justice. Les services de justice dématérialisés pourraient ainsi être favorisés et généralisés. De même, les avocats de la Guadeloupe devraient pouvoir disposer de la pleine capacité de mémoire du réseau privé virtuel des avocats. Par ailleurs, Madame la Ministre, la députée de la Polynésie française, Nicole Sanker, qui n'a pu être présente à nos côtés, peut-être dû à l'heure particulière chez elle à ce moment-là, souhaiterait vous interroger sur 2 sujets. Concernant la libération sous condition de détenus en fin de peine, cette mesure a concerné à ce jour une seule personne en Polynésie française.
La députée Nicole Sanquer souhaiterait savoir si d'autres détenus seront concernés par cette mesure pour le mois d'avril. Aussi, Mme Nicole Sanquer vous interroge sur les mesures sanitaires mises en œuvre pour éviter la contamination au COVID-19 dans les centres pénitentiaires de son territoire, au vu de la vive inquiétude des familles. Madame la ministre, je vous remercie à nouveau chaleureusement pour votre présence et votre initiative et les réponses que vous voudriez bien nous apporter. Je vous laisse maintenant. Bien, est-ce que vous m'entendez, mesdames et messieurs les députés? Parfaitement, Madame la ministre. Très bien, je vous remercie. J'avais prévu, monsieur le député Servat, si vous m'y autorisez, un très bref propos introductif avant de répondre aux nombreuses questions que vous m'avez posées vous-même et celles que Madame la députée Sanquer, par votre intermédiaire, a posées. Je voulais d'abord vous remercier, monsieur le député Servat, d'avoir bien voulu organiser cette audition sous un format qui n'est peut-être pas optimal, puisqu'il ne permet pas à tous les parlementaires de participer à cette audition, parce qu'ils se trouvent en circonscription et avec des horaires très différenciés. Bien sûr, je tiens à le dire, je suis tout à fait disposée à répondre aux questions qui nous seraient envoyées par courriel. Je voudrais ici dire que, mais vous le savez, le gouvernement est très attentif aux problématiques particulières de l'outre-mer liées à cette gestion de l'épidémie. L'éloignement, l'acheminement des matériels et des équipements sanitaires et médicaux peuvent en effet parfois être source d'inquiétude pour vos compatriotes et pour vous-même et pour nos compatriotes ultramarins. Lors de leurs auditions par la mission d'information, le Premier ministre et ma collègue ministre des Outre-mer, Annick Girardin, ont eu l'occasion de vous expliquer la stratégie du gouvernement qui a permis de freiner fortement l'épidémie dans ces territoires dès le début. Il a été en effet décidé de soumettre les territoires d'outre-mer aux mêmes mesures que celles prises en métropole, alors que la contamination n'y était pas aussi étendue. Le confinement y a donc été appliqué sans attendre et des moyens sanitaires y ont été renforcés en fonction des nécessités locales. Je ne reviens donc pas de manière générale sur tous ces points qui ont fait ou pourront faire l'objet d'échanges avec les ministres concernés. Je souligne toutefois que ces actions s'avèrent relativement efficaces, étant donné que dans certains territoires, le confinement a déjà pris fin, en Nouvelle-Calédonie le lundi 20 avril et sur une partie de la Polynésie également, même si le confinement demeure à Tahiti et à Mooréa. Je sais aussi que le déconfinement est en cours de réflexion, notamment pour Saint-Pierre-et-Miquelon. Je souhaitais pour ma part aborder avec vous les questions spécifiques qui concernent le périmètre de mon ministère, notamment dans les établissements pénitentiaires, dans les juridictions et au sein de la protection judiciaire de la jeunesse. Depuis le 16 mars dernier, l'activité est réduite au sein de l'ensemble des réseaux du ministère de la Justice, donc les 3 réseaux que j'ai cités, pénitentiaires, PJJ et juridiction, quelle que soit leur localisation. Les plans de continuité d'activité, les PCA, ont en effet été conçus et se déclinent dans les territoires outre-mer de la même manière que les PCA se déclinent en métropole. La gestion de la crise sanitaire et de ses répercussions sur les services du ministère est toutefois adaptée aux spécificités de ces territoires, que ces spécificités soient liées à leur éloignement géographique, entraînant donc des contraintes logistiques particulières, dont j'ai dit un mot tout à l'heure, ou bien aux effectifs de ces réseaux, ou encore à l'application du droit local. Ce sont donc ces spécificités qui conduisent l'administration centrale de mon ministère, en relation très étroite avec les chefs de cour, avec les autres personnels de notre ministère, à construire et à mettre en œuvre d'ores et déjà des dispositifs de sortie de crise. Quelques mots sur les juridictions tout d'abord. Vous le savez, les tribunaux ont été fermés au public durant la période de confinement. Les procédures ont toutefois été adaptées pour permettre le règlement notamment des contentieux qualifiés prioritaires, tels que ceux liés à la
aux violences intrafamiliales, notamment les femmes victimes de violences conjugales ou la protection de l'enfance. Les ordonnances que nous avons prises permettent de poursuivre l'activité judiciaire d'urgence sans audience physique, mais dans le respect des droits des parties et de la défense. Pour permettre cela, et dans le cadre de la modernisation du parc informatique et pour faciliter le télétravail des agents, des ultraportables ont été et seront encore livrés outre-mer. S'agissant des établissements pénitentiaires, dès le début de l'état d'urgence, nous avons pris des mesures sanitaires permettant de réduire de manière très significative les contacts entre les détenus et les personnes extérieures. Ainsi, les parloirs ont été suspendus avec les membres de la famille ou les proches des détenus, de même a également été suspendu l'accès des professionnels qui interviennent régulièrement dans nos établissements pour encadrer des activités socio-culturelles ou bien pour le culte ou encore pour le travail ou la formation professionnelle. Garantir au personnel pénitentiaire des conditions de travail sécurisées, c'est indéniablement l'une de mes priorités. C'est pour cette raison que j'ai pris la décision dès le 28 mars dernier, dès lors que nous avons pu avoir la certitude d'avoir assez de masques pour assurer une continuité dans la dotation en masques. J'ai donc décidé de doter l'ensemble des personnels de l'administration pénitentiaire en contact étroit et prolongé avec les personnes placées sous main de justice de masques de protection. Les premiers masques sont arrivés de 24 à 48 heures après les vols des 1er et 2 avril dans les établissements pénitentiaires outre-mer, en raison évidemment des formalités de douane à accomplir sur place. Nous avons également fait en sorte que les personnels disposent suffisamment de gel hydroalcoolique. Par ailleurs, nous avons pris des mesures visant à faire baisser la densité carcérale en libérant de manière anticipée des détenus qui étaient à 2 mois de leur fin de peine et notamment en proposant une assignation à domicile. Du fait d'un effet combiné entre le ralentissement de l'activité juridictionnelle d'une part et d'autre part une politique active des juges de l'application des peines dans de nombreux ressorts, ainsi que la mise en œuvre des dispositions de l'ordonnance du 25 mars, on note une diminution de la population pénale qui est importante. Elle est de plus de 10 000 détenus depuis le 16 mars dernier sur l'ensemble du territoire français, et ces dispositifs s'appliquent bien évidemment également aux territoires ultramarins. Et donc, il y avait au 16 mars 5 179 détenus en Outre-mer, avec une baisse de 522 détenus à ce jour. Le chiffre aujourd'hui de détenus s'élève à 4 657, soit une baisse de 10,2% des effectifs de détenus. Donc, ce qu'il faut bien retenir, c'est que au-delà des mesures que nous avons prises pour apaiser les détentions, et je pense par exemple après la suppression des parloirs, des forfaits de gratuité téléphonique, d'une aide aux détenus les plus démunis, ou encore de la gratuité de la télévision, la diminution du nombre de détenus a également permis évidemment de limiter les mouvements de protestation dont le nombre est aujourd'hui peu important sur l'ensemble du territoire. Je n'ignore évidemment en aucun cas qu'un mouvement à Remire-Montjoly en Guyane, le 1er avril, a été d'une importance relative, mais il a pu être rapidement maîtrisé. Je sais que c'est un sujet que vous suivez de près et nous pourrons y revenir tout à l'heure en détail. Un dernier mot sur la protection judiciaire de la jeunesse, qui fait l'objet également d'un suivi attentif outre-mer. Avec l'accord des magistrats, certains mineurs sont rentrés en famille dans le cadre des droits de visite et d'hébergement élargis, avec un suivi éducatif par téléphone. L'accueil en urgence et en sortie de détention est assuré, les foyers fonctionnent et le suivi éducatif est assuré. Pour conclure ce propos liminaire, je voudrais saluer tous ceux et toutes celles qui se sont mobilisés pour limiter la propagation du virus dans les territoires, qu'il s'agisse évidemment des élus,
Mais pour mon ministère, des agents pénitentiaires, des magistrats, des greffiers, de l'ensemble des personnels de la justice, à qui nous devons beaucoup. Je n'oublie pas évidemment l'implication de tous nos compatriotes ultramarins qui permet largement de réduire cette épidémie. En effet, les parquets généraux de Saint-Denis, de Papeete, de Cayenne, de Nouméa, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Fort-de-France m'indiquent que globalement, les mesures de confinement sont respectées par la population dans leur ressort. La mobilisation de tous nous permet donc d'entrevoir une sortie de crise, même si nous devons rester très attentifs puisqu'un certain nombre d'inquiétudes demeurent et que l'avis du Conseil scientifique consacré aux Outre-mer et publié le 8 avril dernier nous alerte sur des risques éventuels d'aggravation. En tout état de cause, les directions de mon ministère demeurent pleinement mobilisées et poursuivent leurs travaux sur les hypothèses de reprise d'activité à la suite des déconfinements, et ce, évidemment, en lien avec les réseaux et les chefs de cour des zones de défense outre-mer. Une approche au cas par cas, dans un cadre interministériel, sera privilégiée pour tenir compte des spécificités locales. Et donc, dans l'attente de la sortie de crise, il est possible pour tout service, en métropole comme outre-mer, spécialement pour les juridictions, et je le redis ici, de faire évoluer leur plan de continuation d'activité en l'étendant progressivement vers de nouvelles activités, je pense notamment en matière de justice civile, si les conditions de sécurité sanitaire sont réunies et si les effectifs le permettent. Nous aurons donc, au cours de notre réunion, l'occasion d'aborder plus précisément chacun de ces différents points. Voilà, mesdames et messieurs les députés, ce que je voulais dire en propos préliminaires. Alors, monsieur le député Servat, je ne sais pas si je réponds directement à vos questions. Est-ce comme cela que les choses sont prévues? Oui, c'est bien ça, Madame la Ministre, s'il vous plaît. Très bien. Alors, vous m'interrogez, monsieur le député, sur l'état d'avancée du plan de rénovation immobilier dans beaucoup de lieux, si je me souviens bien, à la fois en matière, enfin sur l'ensemble des travaux que nous avons conduits et finalement sur l'impact du confinement sur ces délais. Je prendrai, si vous en êtes d'accord, je prendrai quatre exemples qui me semblent importants. D'une part, le centre pénitentiaire de Baie-Mahault, où nous devons faire une extension de 300 places, puisque nous aurons peut-être l'occasion d'y revenir. Ce centre pénitentiaire, actuellement, connaît une surpopulation importante de 133%. Alors, je ne sais pas si 133%, c'est le chiffre d'aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui, c'est une surpopulation de 133%, ce qui est évidemment toujours important. Une étude d'impact est en cours et elle se poursuit normalement dans le contexte actuel. Elle sera soumise évidemment à une concertation préalable. Je dirais qu'auparavant, le marché de conception-réalisation a été notifié en juillet 2019. Donc aujourd'hui, il y a des études d'impact, notamment en matière environnementale, qui sont en cours. Les travaux devraient débuter au milieu de l'année prochaine, pour une durée prévisionnelle qui est un peu moins de 4 ans. Et donc, malgré le contexte actuel, les études au stade de l'avant-projet sommaire se poursuivent quasiment normalement. Sur la maison d'arrêt de Basse-Terre, avec la mise en place d'un quartier de semi-liberté de 200 places, enfin, maison d'arrêt EQSL avec une extension de 200 places à Basse-Terre. Le marché de conception-réalisation a été notifié en avril 2019. Après l'obtention d'un permis de démolir en octobre 2019, il y a eu une dépollution et une démolition des bâtiments, de certains bâtiments, qui constituaient la première phase de ce projet. Cet aspect démolition, j'ai parfaitement les lieux en tête, a commencé en février 2020. Les travaux ont été suspendus le 17 mars en raison de la crise sanitaire et leur reprise est prévue fin avril
dans des conditions aménagées pour tenir compte du respect des gestes barrières. Cette première phase devrait se terminer en septembre 2020. Ensuite, il y aura un diagnostic archéologique et un lancement au premier trimestre 2021 de la construction d'un nouveau bâtiment d'hébergement pour finalement, par un système de chaises musicales, achever les travaux au quatrième trimestre 2022. Il y aura ensuite des bâtiments restants qui devront être démolis et une livraison définitive en 2024. Le palais de justice de Pointe-à-Pitre, le très beau palais de justice de Pointe-à-Pitre, devrais-je dire. Donc, la chancellerie avait confirmé l'implantation dans le palais de justice historique du tribunal d'instance, du CPH et du tribunal de commerce dans sa nouvelle configuration. Une analyse plus approfondie a été engagée depuis juillet 2019 par la juridiction au regard des évolutions liées à la loi de programmation de la justice. À l'issue de cette étude, une étude de programmation sera engagée par l'Agence pour l'immobilier de la justice qui est missionnée sur celle en deux phases, désamiantage d'abord et puis ensuite déplombage, une deuxième phase qui comprendra les travaux de rénovation. L'ensemble du bâtiment a été vidé du mobilier et des archives en septembre 2019 et une consultation des entreprises est en cours pour lancer la phase 1 des travaux. Le démarrage pourra être réalisé cet été, en principe sous réserve de la levée de l'ensemble des restrictions de circulation qui sont liées à la crise sanitaire, mais en principe nous avons prévu cet été. Et enfin, pour terminer, le palais de justice de Basse-Terre, qui est également un magnifique palais de justice historique. La PIGE donc assure l'Agence pour l'immobilier de la justice assure la maîtrise d'œuvre, montant global de 60 millions d'euros. J'avais retenu en janvier 2020 le regroupement de toutes les juridictions sur un même site. Il y a eu des démarches d'acquisition de parcelles qui jouxtent le bâtiment, je le revois là aussi très bien. Et nous avons validé en mars 2020 le principe d'une première tranche de travaux pour un budget de 40 millions d'euros, intégrant l'extension neuve, la démolition des bâtiments non historiques, les études de maîtrise d'œuvre des bâtiments classés. La livraison de cette première tranche est prévue pour 2025 parce qu'il y a là aussi des fouilles archéologiques. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Pardonnez-moi d'avoir été un peu longue sur cette question des travaux, mais c'est évidemment un sujet que nous suivons pas à pas. Vous m'avez ensuite interrogé, monsieur le député, sur la question des masques, me semble-t-il, c'est bien cela, je ne me trompe pas, pour les personnels pénitentiaires. C'est bien ça, Madame la ministre. Alors, depuis début... Alors, d'abord, peut-être un mot sur la doctrine générale sur les masques. Je voudrais dire ceci. Nous sommes actuellement dans une approche qui est une approche fondée prioritairement sur les gestes barrières. Autrement dit, la politique de lutte contre cette pandémie passe d'abord par les gestes barrières. Distanciation sociale, façon de se moucher, de tousser, etc. Je ne reviens pas là-dessus. Les masques, en toute hypothèse, ne peuvent être qu'un complément à ces gestes barrières. Je ne parle pas, bien sûr, des masques pour les personnels soignants, qui pour eux sont un point impératif, qu'il s'agisse des masques FFP2 ou des masques chirurgicaux, ce sont des masques évidemment qui, pour eux, sont primordiaux. Mais pour la barrière, et les masques ne peuvent être qu'un complément. Nous avons toutefois jugé absolument nécessaire, dès lors qu'un personnel pénitentiaire était en contact direct avec un détenu qui aurait été malade ou suspect de l'être, très tôt, nous avons pu donner des masques. Mais dès le 28 mars, lorsque j'ai été certaine de pouvoir assurer une continuité dans la dotation des masques, j'ai souhaité élargir cette dotation à l'ensemble des personnels pénitentiaires qui sont en contact étroit et prolongé
avec les personnes placées sous main de justice. Donc d'abord avec les personnes malades ou suspectes de l'être, puis ensuite pour tous les personnels pénitentiaires qui sont en contact étroit et prolongé. Nous en sommes toujours sur cette doctrine-là. Et actuellement, les masques sont parvenus, donc comme je vous l'ai dit tout à l'heure, suivant les endroits, effectivement entre le 3 et le 4 avril, dans les établissements pénitentiaires. Il y a eu 33 200 masques qui aujourd'hui ont été livrés dans les établissements pénitentiaires, dans les territoires d'outre-mer. Et évidemment, il y a un approvisionnement régulier de ces masques, un réapprovisionnement régulier pour que la mise en œuvre de cette doctrine d'emploi puisse s'exercer. Et je dois dire qu'à ce jour, les établissements de Baie-Mahault et de Basse-Terre disposent chacun d'un stock de masques qui leur permet d'être équipés respectivement jusqu'au 5 juin et au 23 mai. Nous allons, et j'en terminerai là, pardonnez-moi, je suis un petit peu longue, mais cela vaut également pour d'autres questions qui pourraient m'être posées, nous allons progressivement livrer des masques qui seront non pas des masques papier, mais des masques dits grand public, si vous me permettez cette expression, des masques grand public qui seront des masques lavables et réutilisables jusqu'à 20 fois, avec un très haut niveau de protection. Ces masques dits grand public, 95 ou 97%, je ne sais plus, c'est-à-dire vraiment une protection extrêmement élevée. Et donc, nous allons livrer ces masques très prochainement. Ils sont en production dans nos établissements pénitentiaires et aujourd'hui, nous en produisons environ 8000 par semaine et nous allons bientôt pouvoir approvisionner l'ensemble de nos établissements pénitentiaires avec ces masques. Cela me permettra d'ailleurs d'accroître la dotation des masques y compris après le déconfinement. Sur le gel hydroalcoolique également, le gel est livré tout à fait normalement et des envois réguliers sont effectués dans l'ensemble des établissements pénitentiaires. Il n'y a pas de rupture de stock de gel de notre point de vue. Dans les établissements pénitentiaires de Guadeloupe, les établissements ont pu s'alimenter de ce point de vue-là. Enfin, si je termine votre question, vous m'avez interrogé au regard de l'impact économique de la crise sur l'impact sur la profession d'avocat. Monsieur le député Servat, je suis en contact très fréquent avec les représentants des avocats, qui ont donc 3 représentants, la présidente du Conseil national des barreaux, le bâtonnier de Paris et la présidente des bâtonniers de la conférence des bâtonniers, c'est-à-dire tous les bâtonniers hors Paris. Je quitte à l'instant même une conférence téléphonique que j'avais avec eux. Donc, les avocats, évidemment, sont dans une situation difficile pour un certain nombre d'entre eux, puisque à partir du moment où les juridictions ont fonctionné uniquement pour traiter les contentieux urgents, bien sûr, un certain nombre d'avocats, notamment ceux qui plaident dans les affaires civiles courantes, n'ont pas pu voir ces affaires prospérer. C'est la raison pour laquelle le gouvernement les a inscrits dans le mécanisme d'aide globale à l'attention des très petites entreprises. Les avocats ont ainsi bénéficié d'une part de l'ensemble des dispositifs d'aide à la prise en charge des loyers, de décalage des cotisations sociales, de report des cotisations sociales. Ils ont également accès au fonds de solidarité qui permet, lorsque l'on a un chiffre d'affaires en dessous de 1 million d'euros, avec un bénéfice de 60 000 euros par associé. Cela permet également de pouvoir bénéficier de ce fonds de solidarité qui permet, pour le mois de mars et d'avril, donc qui permet de donner 1 500 euros par mois. Donc, il y a réellement un effort qui est fait pour intégrer un effort normal qui est fait pour intégrer la profession d'avocat dans l'appui économique. Je viens également d'annoncer aux avocats, et cela répond en partie à votre sous-question dans cette question, je viens à l'instant de leur annoncer
que nous allions mettre en place, le ministère de la Justice va mettre en place un dispositif d'avance pour l'aide juridictionnelle. Ce dispositif d'avance correspond exactement à ce que la profession d'avocat nous demandait. Nous allons donc, pour les avocats qui ordinairement travaillaient dans le cadre de l'aide juridictionnelle, nous allons donc faire une avance sur les dossiers qu'ils n'ont pas pu prendre en charge. Et cette avance sera remboursable jusqu'au 31 décembre 2021. Cette avance se monte donc à un effort budgétaire de 50 millions d'euros pour le ministère de la Justice. Je crois que la profession d'avocat en était satisfait, m'a-t-il semblé tout à l'heure. Donc voilà ce que nous faisons. Je leur demande en compensation, ou en tout cas en réaction, je leur demande de participer avec nous à la remise en route complète des juridictions et notamment de travailler dans le cadre des procédures sans audience, de travailler avec les outils de visioconférence, de travailler au développement de la médiation pour que nous puissions évidemment le plus tôt possible mettre fin aux stocks qui se sont accumulés, non seulement du fait de l'épidémie, mais également des 2 mois de grève des avocats précédents. Voilà, monsieur le député, ce que je souhaitais vous dire. Alors, je peux aussi répondre aux questions de madame Sanquer, mais qui sont également un petit peu longues. Je ne sais pas si volontiers je réponds à ces questions, mais est-ce que peut-être on ne prendrait pas une autre question pour changer le rythme de la parole? Très bien, Madame la Ministre. En tout cas, je vous remercie grandement de ces réponses qui, pour ma part, je les trouve à la fois très claires, très précises, mais aussi très utiles pour nos territoires. Et effectivement, maintenant, bon nombre de députés veulent vous poser des questions. Dans l'ordre d'arrivée, j'indique la députée Adjer, Bazir, Bello, Bénin, Dunoyer, Guillaume Firmin, Camardine, Lorion, Obono, Ratenon, Sage, Serville et Mathiasa. Donc, nous commençons, s'il vous plaît, chers collègues députés, avec une durée stricte de 2 minutes. Est-ce que Stéphanie Adjer, la députée Adjer, est avec nous? Non? Alors, nous passons à la députée Nathalie Bassir. Vous avez la parole, Madame la députée. Nathalie? J'ai cru l'avoir connectée. Alors, nous continuons avec la députée Huguette Bello à la parole. Madame la députée, vous avez la parole. Oui, merci, Monsieur le Président, Madame la garde des Sceaux. Je souhaite attirer votre attention, vous interroger sur la situation d'enfants en danger pour lesquels des mesures de placement d'urgence sont décidées par les juges pour enfants et dont la mise en œuvre se trouve compliquée par l'épidémie Covid-19. En effet, vous le savez, les structures et les familles d'accueil sont angoissées par l'arrivée d'un enfant puisque, à l'exception de quelques exceptions dramatiques à travers le monde, les jeunes sont dans leur très grande majorité réputés asymptomatiques. Pour garantir l'accueil d'un enfant dans de bonnes conditions, il est devenu indispensable de prévoir un dépistage Covid-19. Un simple certificat médical sans dépistage n'est pas suffisant pour rassurer les adultes auprès desquels il va vivre, ni pour éviter à l'enfant d'être stigmatisé par les autres. Face à la multiplication de ces situations, Madame la Ministre, est-ce qu'il est possible d'assortir de façon systématique les mesures de placement d'urgence d'enfants en danger d'un dépistage Covid-19? Monsieur le Président, est-ce que je peux poser ma deuxième question? Je n'ai que 2 questions. Oui, Madame la Ministre, puisque vous aviez dit tout à l'heure que les règlements contentieux sont prioritaires en ces temps de confinement suite à une séparation dans le cas d'un couple avec enfant. Le juge des affaires familiales rend un jugement. Est-ce qu'on pourrait faire en sorte que ce jugement soit communiqué rapidement aux 2 parties concernées?
Je vous parle d'un cas où la garde est confiée à la mère. Le droit de visite et de garde, un week-end sur 2, au père. Et la situation dégénère. Il y a des menaces de harcèlement. Il n'y a pas de notification. L'ex-conjoint garde les enfants. La mère est dans l'impossibilité de porter plainte, d'aller voir les gendarmes ou bien d'aller voir la police, parce qu'elle ne peut pas, ni auprès de la police, ni auprès de la gendarmerie, se prévaloir d'un jugement écrit. Voilà, Madame la garde des Sceaux, pour qu'il soit fait diligence pour que les personnes, que les jugements soient communiqués rapidement aux deux parties. Voilà mes 2 questions. Je vous remercie. Merci, Madame la députée Bello. Madame Benet a la parole. Et ensuite, Madame la garde des Sceaux pourra répondre aux 3 députés. Merci. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour, les collègues. Merci, Monsieur le Président. Madame la ministre, vous avez répondu en partie à beaucoup de mes questions, mais 2 questions. Oui. Vous avez pris, Madame la ministre, une ordonnance permettant la libération des détenus en fin de peine. Combien de détenus guadeloupéens ont été concernés par cette mesure? Par ailleurs, certains syndicats estiment que les résultats de cette décision étaient limités, voire annulés, compte tenu de l'allongement des durées de détention provisoire. Avez-vous des chiffres à nous communiquer afin d'évaluer l'évolution du taux de surpopulation carcérale entre le début du confinement et aujourd'hui? Je parle pour la Guadeloupe en sachant Bémao et Basse-Terre. Ensuite, enfin, une dernière question relative à la rémunération des agents de l'administration pénitentiaire. Avez-vous adressé une circulaire aux différents chefs de service de l'administration pénitentiaire afin que la prime exceptionnelle soit versée de manière équitable et uniforme partout dans les territoires en reconnaissance de l'engagement des agents et de la continuité des missions des services publics? Vous avez répondu à la question des stocks de masques. Vous avez répondu, certes, à la question de la gestion de ces masques, mais je souhaite vraiment que l'ensemble des personnels qui travaillent dans les centres de détention, dans les maisons d'arrêt, aient des masques, parce que j'ai rencontré les différents syndicats qui m'ont dit que les personnels qui n'étaient pas en contact des détenus n'avaient pas de masque. Voilà mes questions, Madame la ministre. Merci. Merci, Madame la députée Benet. Madame la ministre, s'il vous plaît, vous avez la parole pour la réponse aux questions. Oui, merci beaucoup, Monsieur le député. Madame la députée Bello, vous m'interrogez sur 2 points, sur la nécessité tout d'abord d'imposer un dépistage Covid-19 pour chaque enfant qui serait placé en famille d'accueil ou oui, qui serait placé en famille d'accueil. Alors, je comprends tout à fait, évidemment, cette préoccupation. Je dirais qu'elle se rapporte à une préoccupation générale de notre société et qu'elle s'attache à des perspectives que nous avons à tracer pour le 11 mai. Actuellement, il faut être clair, les dépistages et les tests ne sont prévus que pour les soignants et pour les EHPAD. Il a même été précisé que ces tests pourraient être organisés dans les établissements pénitentiaires, qui sont des lieux fermés dans lesquels on mesure ce que pourrait être l'épidémie si par hasard elle se propageait. Tel n'est pas le cas d'ailleurs du tout aujourd'hui. Mais donc, si vous voulez, aujourd'hui, c'est les personnels soignants et les EHPAD et les établissements pénitentiaires. Donc, la question, évidemment pour les cas symptomatiques qui apparaîtraient dangereux, la question que vous posez mérite de l'être. Je crois qu'il est difficile pour moi de vous répondre aujourd'hui en ce sens, dans la mesure où il faut que nous ayons une doctrine nationale de l'utilisation des tests, et cela, nous l'aurons assurément pour le 11 mai, mais il m'est difficile à ce jour de vous répondre. Vous m'interrogez par ailleurs sur la question d'un jugement affaire familiale qui n'aurait pas été communiqué aux deux parties. Dans les circulaires ou les notes que nous avons prises pour cette période transitoire, nous avons normalement prévu que la décision devait être notifiée. Et donc, nous allons évidemment porter à la connaissance des chefs de juridiction le fait qu'elle ne le soit pas.
Je ne méconnais pas l'existence de difficultés lorsque les personnels de greffe ne sont pas présents, ce qui est le cas puisque les juridictions sont fermées, mais nous avons clairement écrit que les jugements pouvaient être notifiés par tout moyen, même si ensuite ils sont repris pour avoir une authentification. Mais théoriquement, cette décision devrait être notifiée. Voilà ce que je souhaitais vous répondre, Madame la députée. À Madame la députée Justine Bénin, vous m'interrogez sur l'impact en Guadeloupe des décisions que nous avons prises de libération d'un certain nombre de détenus. Ces décisions que nous avons prises ont eu un véritable impact en Guadeloupe, puisque au CP de Baie-Mahault, depuis le 16 mars, il y a 56 détenus en moins. Le taux d'occupation est donc passé de 133 à 117%. Et notamment, il y a 25 prévenus qui étaient donc en détention provisoire et qui sont sortis de détention. À la maison d'arrêt de Basse-Terre, depuis le 16 mars, il y a 16 détenus en moins. Le taux d'occupation est passé de 135 à 123%. Et parmi ces 16 détenus en moins, il y en a 15 qui étaient en détention provisoire. Voilà donc ce que je souhaitais vous dire sur ces éléments pour vous dire qu'il y a effectivement eu un impact des mesures que nous avons prises sur les centres pénitentiaires, où qu'ils soient. Sur le deuxième point, vous avez insisté sur l'attention que nous devrions porter au personnel pénitentiaire et je sais, puisque vous m'avez interrogé à de nombreuses reprises sur ce dossier-là, je sais tout le soin que vous y portez. Vous le savez, le projet de loi de finances rectificative que vous avez adopté le 15 avril dernier prévoit, c'est donc pas un projet de loi, mais c'est la loi de finances rectificative que vous avez adoptée, prévoit la création d'une prime exceptionnelle qui est défiscalisée et désocialisée, comme on dit dans un français qui est fort peu correct. Elle sera donc allouée aux agents publics particulièrement mobilisés durant cette crise. Le montant de cette prime pourra aller jusqu'à 1 000 €, mais il pourra être modulé en fonction de la participation des agents publics. Et donc, elle concerne les agents qui ont été mobilisés pendant l'état d'urgence sanitaire et elle pourra être versée aux fonctionnaires qui travaillent sur le terrain et notamment les personnels pénitentiaires, comme d'ailleurs à ceux qui exercent leurs fonctions en télétravail. À ce jour, l'octroi de cette prime n'a pas fait l'objet d'une circulaire parce que nous attendons le décret d'application qui est en cours d'examen. Et donc, dès sa publication, les moyens nécessaires seront mis en œuvre pour qu'elle puisse être versée rapidement. Vous m'interrogez également sur les masques en me disant que seuls les personnels pénitentiaires qui sont en contact étroit et rapproché avec les détenus en disposent. Je confirme qu'à ce stade, c'est bien la doctrine que nous avons déployée. Tous les personnels ne disposent pas de ce masque, mais seulement ceux qui sont en contact étroit et rapproché, parce qu'il nous a semblé que c'était ceux-là qui étaient le plus susceptibles d'être à l'origine de la propagation du virus. Dès lors que la doctrine nationale aura évolué, puisque le contact étroit et prolongé, actuellement, c'est la doctrine nationale. Dès lors qu'elle aura évolué, il se pourrait qu'elle évolue pour le 11 mai, alors nous nous mettrons en situation de déployer plus largement les masques si cela est nécessaire. Voilà ce que je voulais rappeler. Madame la ministre, merci pour ces réponses. Auriez-vous l'amabilité de répondre à la députée Sanquer, Nicole Sanquer? Ah oui, bien sûr, bien sûr, monsieur le député. Alors, Madame Sanquer m'interroge sur les personnes qui sont détenues en Polynésie. Si j'ai bien compris la question, monsieur le député, c'est bien cela? C'est ça, oui, c'est ça. Alors, et sur les mesures sanitaires qui ont été prises, n'est-ce pas, en Polynésie. Alors, d'abord, sur l'impact des
des mesures que nous avons prises, comme c'était le cas en Guadeloupe, l'impact de ces mesures est réel. Donc, à ce jour, au centre pénitentiaire de Faa, la diminution de la densité carcérale est réelle, puisqu'elle est passée de 190% au 16 mars. Le 16 mars, c'est ma date permanente de référence. Elle est passée à la veille du confinement. Elle est passée de 190% au 16 mars à 163% aujourd'hui, avec près de 45 détenus en moins. Ces détenus en moins sont principalement le résultat de transferts administratifs entre la prison de Faa, qui est une ancienne prison, qui est une très ancienne prison sur laquelle nous avons des travaux de réaménagement qui sont prévus, vers la prison de Papéari, qui est un peu plus loin et qui, elle, est toute neuve. Et donc, tout cela a permis ce désencombrement qui n'est toutefois pas encore tout à fait optimal, c'est le moins qu'on puisse dire. Les libérations consécutives aux aménagements de peine et au dispositif de l'ordonnance pénale sont au nombre de 19, 13 aménagements de peine, une suspension, 3 libérations sous contrainte, 2 assignations à domicile. Donc c'est un point positif, mais actuellement, il faut savoir qu'il y a beaucoup de personnes en détention provisoire à Faa, ce qui rend moins aisément utilisables les mesures que nous avions prises. Pour Papéari, donc cet établissement ne connaît pas de surpopulation carcérale, je vous l'ai dit, et les effectifs y sont restés stables aux alentours de 85% de taux d'occupation. Et il y a également quelques aménagements de peine liés à nos ordonnances qui sont survenus. Sur les masques, il n'y a pas de réponse autre que celle que j'ai faite tout à l'heure de manière générale, en vous rappelant la doctrine. Au centre pénitentiaire de Faa, le port du masque donc, est généralisé pour les personnels qui sont en contact avec les détenus. Il y a plusieurs détenus à Faa qui sont suspectés d'être porteurs du Covid et donc ils ont été mis en confinement au sein du centre pénitentiaire. Au moment où je vous parle, un seul détenu symptomatique est confiné en attente du résultat du test qui a été effectué. Donc, les personnels sont masqués dans les conditions que je vous ai indiquées et à Papéari, le port du masque est traité de la même manière. Dans les deux cas, il y a des masques en stock. Enfin, Madame Sanquer m'interrogeait sur les mesures qui sont prises de manière globale pour éviter la contamination dans les centres pénitentiaires. Je ne veux pas redévelopper ce que j'ai dit. Dès lors qu'un détenu est suspecté, il est confiné dans une aile, dans un secteur qui est isolé. S'il est malade, suivant la gravité de la maladie, soit il est isolé, soit il est à l'hôpital. Et par ailleurs, les masques, le gel hydroalcoolique pour les personnels, les mesures qui sont prises pour éviter les allers et retours entre l'extérieur et l'intérieur, bref, ce que nous avons déployé au niveau national. Merci, Madame la Ministre. Nous allons prendre 3 nouvelles questions. Monsieur le député Philippe Dunoyer, se prépare la députée Claire Guillon-Firmin et le député Mansour Kamardi. Philippe, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, Madame la garde des Sceaux, Madame la Ministre et mes chers collègues. Je voudrais d'abord vous remercier pour la démarche que vous avez effectuée à l'égard de la délégation Outre-mer. C'est la première, c'est une première pour la délégation, le Président nous l'avait indiqué. Donc, merci à vous de venir nous renseigner en cette période particulière. Je souhaitais vous interroger sur 2 sujets essentiellement, peut-être un peu subdivisés. Le premier, c'est évidemment quels ont été les effets de l'application de l'ordonnance du 25 mars, prise elle-même en application de la loi du 23 mars sur l'aménagement des peines et la libération anticipée éventuelle de détenus du CORES en Nouvelle-Calédonie. Est-ce que vous pouvez nous donner aussi des chiffres sur une autre partie de cette ordonnance qui offre, je crois, la faculté aux juges d'application des peines de transformer ou d'aménager les peines
inférieure à 6 mois d'emprisonnement restante en travail d'intérêt général ou jour amende. Est-ce que ça a eu une application en Nouvelle-Calédonie? Est-ce que les autorités locales, dans le cadre de ces libérations en Nouvelle-Calédonie, compte tenu de nos spécificités institutionnelles, ont été informées de la mise en œuvre de cette ordonnance? Et puis toujours pour rester dans le cadre de cette ordonnance, une question plutôt une prospective, puisque cette décision a été prise dans le cadre de limitation de la propagation du virus à l'intérieur des centres de détention, ce qui peut se comprendre tout à fait. La Nouvelle-Calédonie, vous l'avez rappelé, Madame la garde des Sceaux, ayant fort heureusement jusqu'à présent un très petit nombre de cas et tous importés, a choisi de sortir du confinement depuis lundi. Est-ce que cette situation sanitaire est susceptible d'amener un aménagement de l'ordonnance ou plus précisément la fin des dispositifs de transformation ou de libération anticipée? Et puis j'ai un deuxième sujet, mais très rapide, bien que très, très important. Pourriez-vous nous donner des chiffres ou éventuellement votre ressenti sur l'aggravation, on imagine, des faits de violence intrafamiliale ou conjugale, pas seulement en Nouvelle-Calédonie, même si malheureusement nous sommes très durement frappés par ces violences, et je sais votre sensibilité, votre attention à ce sujet, mais également à l'échelle de la République, et de la même manière, à l'instar de ma collègue Bello, sur les chiffres de signalement d'enfance en danger. Je crois, comme chacun d'entre nous, avoir compris que le numéro spécial qui a été mis en place a connu malheureusement une augmentation considérable du nombre de signalements. Est-ce que vous pouvez nous indiquer si malheureusement ces chiffres se traduisent dans l'activité des cours de justice? Merci de votre attention et merci de vos réponses par anticipation. Merci, M. Dunoyer. Merci. La députée Claire Guillaume-Firmin n'est pas connectée. Alors, monsieur le député Mansour Kamardine, pour Mayotte, vous avez la parole. David Lorion se prépare. Non, je voudrais d'abord m'assurer que je suis bien audible. Oui, on entend parfaitement. Très bien. Écoutez, merci, Monsieur le Président. Merci, Madame la garde des Sceaux. Moi, je voulais vous demander des précisions quant à l'état de droit à Mayotte. Et ce, sous 3 angles. D'abord, sur la question d'état civil, moi, je dis souvent à mes interlocuteurs que ce qui peut faire la différence entre un animal et un humain, c'est que l'humain a un nom, un prénom, une famille qui est bien identifiée, ainsi de suite. Il s'agit d'un droit fondamental pour tout citoyen de par le monde. Il se trouve que malheureusement à Mayotte, ce droit n'est pas totalement garanti puisque, comme vous le savez, nous avons l'état civil à Mayotte et remonte à peu près à une vingtaine d'années, avec aujourd'hui un service complètement dépassé puisque nous avons plus de 2000 demandes de rectification d'état civil depuis 2016, parce qu'il y a un magistrat qui est très talentueux, qui fait beaucoup de choses, qui s'investit, mais quand on a un contentieux aussi massif, je ne suis pas sûr qu'un seul magistrat suffise, sans compter que le président de la République, quand il est passé ici au mois d'octobre dernier, s'est rendu compte du déficit en termes de fonctionnaires, notamment de greffiers. Il avait annoncé l'arrivée imminente de 6 greffiers qui ne sont toujours pas là, donc un service complètement comment dirais-je, laissé, quand on regarde comme ça, à l'abandon. Il nous faut sans doute des renforcements des services, des renforcements des moyens humains en greffe et en juge. J'ai conscience que cette question n'est pas forcément dans l'urgence de l'ordre du jour de ce matin, mais nous ne pouvons pas parler d'état de droit sans l'évoquer. Le deuxième point sur lequel, et donc je comprendrai éventuellement si vous ne souhaitez pas vous attarder là-dessus, mais que dans les jours qui viennent, je puisse obtenir une réponse que j'espère favorable, avec ce souci que nous attendons toujours votre visite. Sinon, le deuxième point, il s'agit de la question... Je serais venu volontiers, monsieur le député, je serais venu vraiment très volontiers, tout était prévu. Oui, mais je crois que nous reprendrons un jour le cours normal des choses, et ce sera avec plaisir que nous recevrons. Le deuxième point, c'est sur la question qui est posée par tout le monde, des conséquences de
de la dernière ordonnance, notamment pour participer à la réduction des peines, à Mayotte, ça pose un gros problème que je voulais soumettre à votre sagacité. Vous savez que nous avons ici de nombreux détenus, notamment des passeurs de Kwassa, qui sont des étrangers en situation irrégulière et qui, sans doute, méritent qu'une fois sortis de la détention, puissent être conduits aux frontières. Or, vous le savez au moins aussi bien que moi, si ce n'est mieux, qu'aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité de les reconduire compte tenu justement de la crise. Et du coup, ces personnes, soit elles demeurent en prison, soit elles sont remises en liberté. Une fois remises en liberté, vous imaginez les conséquences que peuvent susciter pour créer des graves troubles à l'ordre public. Donc, quid de ce que nous faisons? Nous avions une convention d'entraide judiciaire avec les Comores. La France a comment dirais-je, a ratifié cette convention. Il reste la partie comorienne. Qu'est-ce que nous pouvons faire dans ce contexte pour que, d'une part, ces personnes puissent être remises en liberté, reconduites chez eux, et que, d'autre part, on puisse assurer la paix et la sécurité civile, l'ordre public à Mayotte. Et enfin, il y a le problème d'accès aux droits d'une manière générale, et je le dis, Monsieur le Président, d'accès aux droits, puisque vous savez que s'agissant des avocats, vous l'avez dit tout à l'heure, ils sont dans des situations assez particulières, notamment au titre de l'AJ, puisque le volet civil, l'activité civile a été suspendue. Mais pour aller assister des détenus, pour aller assister des gens qui comparaissent, première comparution devant le juge, pour assister à l'AJ, tout ça, les avocats n'ont aucune protection, pas de masque. Notre bâtonnier qui se bat beaucoup à chercher à en acheter, à acquérir dans le privé, il n'en a pas eu. Quid de tout ça? Les avocats, soit on les met en danger, soit ils invoquent un droit de retrait et n'assument pas leur mission au titre de l'aide juridictionnelle, ce qui veut dire que l'accès au droit est assez problématique à Mayotte. Voilà les quelques sujets que je souhaitais soumettre à votre sagacité, étant entendu encore une fois que je vous dis que c'est avec beaucoup d'impatience que je souhaite vous accueillir ici pour vous parler du plan de développement de la justice, car c'est une des administrations de l'État totalement sclérosée, si ce n'est totalement à la bande. Merci Mansour. Et enfin, troisième question, Monsieur le député David Lorion, à la parole. Bonjour Monsieur le Président, bonjour Madame la Ministre, bonjour à tous. Bonjour Mansour, j'espère que ça va. Ça va. Beaucoup de questions ont déjà été posées et vous avez répondu à certaines d'entre elles, très précisément. Je voudrais juste vous interroger sur un des centres pénitentiaires qui pose de sérieuses difficultés, notamment pour les agents, mais aussi pour les détenus. C'est le centre pénitentiaire de la Cayenne à Saint-Pierre, à l'île de la Réunion, qui est une des plus vieilles prisons de France, certainement, qui date de la fin du XVIIIe siècle et dans laquelle les conditions sont extrêmement difficiles et rudimentaires, et en aucun cas, évidemment, les conditions ne peuvent être optimum pour les détenus. Je voudrais savoir évidemment s'il y a des projets de reconstruction. Il y a eu quelques améliorations évidemment dans ce centre pénitentiaire, mais dans cette période particulière, évidemment, les problèmes sont particulièrement graves. La deuxième question concerne évidemment les questions que vous ont déjà posées d'autres députés. C'est le métier d'avocat. Il y a 300 avocats à peu près à l'île de la Réunion, avec des difficultés évidemment économiques et de trésorerie importantes après la grève des avocats, après la crise sanitaire que l'on connaît aujourd'hui. Beaucoup d'entre eux ont dû se séparer de leurs collaborateurs. Vous nous avez dit que vous venez de les rencontrer avec des propositions. Ils m'ont demandé de vous en faire une en ce qui concerne la Réunion. Est-ce qu'ils peuvent espérer une aide financière pour les deux barreaux qui permettrait de réduire les cotisations des avocats dans une période sans revenus, notamment pour les avocats de la Réunion, et est-ce qu'ils peuvent espérer, et on l'a dit, une aide en matériel de protection qui leur soit destinée, car ils sont réduits pour l'instant à l'état de
de mendiants par rapport aux collectivités qui leur distribuent ou qui ne leur distribuent pas, évidemment, ce matériel de protection. Merci en tout cas, Madame la Ministre, d'être venue nous voir au sein de notre délégation Outre-mer. Et nous sommes à des heures évidemment très différentes, mais nous sommes ravis de vous accueillir. Merci beaucoup. Madame la Ministre, s'il vous plaît, pour la réponse à ces 3 collègues députés. Merci beaucoup. Pour Philippe Dunoyer, alors, cher Philippe Dunoyer, vous m'interrogez sur l'impact des mesures prises quant à la diminution du nombre de détenus. Depuis le 16 mars, nous comptons 123 libérations, dont 56 au titre de l'ordonnance, c'est-à-dire réduction de peine et assignation à résidence. Quand je dis 123 dont 56, ça veut dire que la diminution du nombre de détenus, encore une fois, elle résulte et des dispositions positives prises par l'ordonnance, positives au sens active, et de la diminution des entrées. Et aussi d'ailleurs des sorties normales de détention sur lesquelles nous n'avons rien fait et des gens qui arrivent en fin de peine. Donc là, 123 libérations depuis le 16 mars, dont 56 au titre de l'ordonnance, ce qui nous a permis un peu de diminuer la pression carcérale au camp Est. On est toujours un peu au-dessus de la capacité d'accueil pour autant, puisqu'on a une capacité d'accueil de 414 et on doit être autour de 450 détenus. Évidemment, nous actuellement, les personnes qui sortent pas en principe, une partie, quand cela résulte de nos décisions, sont assignées à résidence. Dans ce cadre-là, par le juge, elles peuvent se voir ajouter un certain nombre d'interdictions. Par exemple, l'interdiction de conduire, l'interdiction d'exercice, le cas échéant, d'être en contact avec les mineurs, l'interdiction de paraître, des interdictions des jeux d'argent, etc. Donc, si vous voulez, l'assignation à résidence peut être assortie d'un certain nombre d'autres obligations. Et je vous rappelle que le non-respect de ces obligations peut entraîner la réincarcération du condamné. Nous avons déjà vu cela, effectivement, je ne sais pas si ça a été le cas en Nouvelle-Calédonie, mais en tout cas, en métropole, c'est un point qui est apparu à plusieurs reprises. Vous m'interrogez également sur le point de savoir s'il y a eu des contacts avec les autorités locales pour expliquer cette politique. La responsable, la directrice de la mission Outre-mer pour les établissements pénitentiaires a eu effectivement des contacts avec les autorités locales pour expliquer ces politiques, soit elles, soit les personnes qui localement exercent un rôle important. Il y a eu une question sur la fin des dispositifs de libération anticipée. J'avoue que j'ai eu un instant d'inattention et je ne l'ai pas mémorisé. Est-ce que vous pourriez me répéter cette question, Monsieur Dunoyer ? Oui, avec plaisir, Madame la Ministre. En fait, l'objectif initial consistant à limiter la circulation, endiguer en tout cas la propagation du virus, notamment au sein des centres de détention, la Nouvelle-Calédonie étant elle-même à ce stade exemple de circulation, puisque les autorités indiquent que nous n'avons que des cas importés, seulement au nombre de 18, c'est tant mieux, et que le confinement s'arrête. La question, c'est est-ce que l'ordonnance, qui je crois a une durée de vie jusqu'à 1 mois après l'état d'urgence sanitaire, qui concerne l'ensemble du territoire français bien sûr, mais avec des spécificités, est-ce qu'il peut être envisagé qu'il s'aménage et que cette application, par principe, connaissent des exceptions en fonction de la situation, de l'évolution de la situation sanitaire en Nouvelle-Calédonie, par exemple. C'est ce à quoi nous sommes en train de réfléchir, monsieur le député, puisque effectivement, il y a chez vous un début de déconfinement et donc nous sommes en train d'accompagner ce début de déconfinement à la fois par une réouverture des parloirs, puisque vous vous souvenez que nous avions suspendu les parloirs en raison du confinement,
Donc, s'il y a des confinements, il faut que nous soyons logiques et que nous réouvrions les parloirs. Et je crois qu'actuellement, la MOM, la mission Outre-mer, est en train de regarder cela pour que ce soit applicable à partir du 27 avril, si je ne me trompe pas, donc de lundi prochain, dans des conditions régulées, bien entendu. Il n'est pas question d'ouvrir sans conditions, mais dans des conditions régulées, les parloirs vont réouvrir. Et sur la question de l'applicabilité des ordonnances, évidemment, c'est un point sur lequel nous travaillons aussi. Nous avons appris, peut-être n'y avais-je pas été assez vigilante, mais nous avons appris vraiment presque du jour au lendemain la levée du confinement en Calédonie. Donc, on n'a pas pu réagir en anticipation, mais c'est un point sur lequel nous travaillons maintenant, de même que nous travaillons pour la métropole, parce qu'à partir du moment où le confinement est levé, l'assignation à résidence qui avait un véritable effet à partir du moment où les gens ne pouvaient pas sortir de chez eux puisqu'il y avait confinement, il va falloir évidemment que nous relisions cela à l'aune du déconfinement. Dès lors que les gens peuvent sortir de chez eux, l'assignation à résidence sans bracelet électronique notamment n'a plus tout à fait le même sens ni la même portée. Donc il va de soi que les ordonnances vont devoir évoluer dans les territoires où le déconfinement est acté, comme c'est le cas chez vous. Voilà ce que je souhaitais vous dire. Sur la question de l'enfance en danger, la circulaire du 25 mars, enfin l'ordonnance et les circulaires prennent évidemment en compte cette question-là. Elle invite les procureurs à donner instruction aux forces de l'ordre d'exercer une vigilance accrue sur ces questions des violences intrafamiliales en leur demandant d'intervenir à domicile. Et évidemment, vous le savez, les tribunaux restent ouverts dès lors qu'il faut à la fois donner des ordonnances, des dispositifs de protection type téléphone grave danger, ou bien qu'il faut intervenir au pénal pour faire des comparutions immédiates et déclencher des mesures précises. Et donc, sur l'aspect gestion des violences, nous sommes très attentifs, évidemment, à ce sujet-là. Par ailleurs, comme vous le savez, l'ordonnance qui permet la libération anticipée a exclu du dispositif de libération anticipée toutes les personnes condamnées pour violence conjugale. Et sur la première quinzaine du confinement, à l'exception de la Nouvelle-Calédonie, les juridictions ultramarines n'ont pas noté d'augmentation des signalements. Mais c'est vrai qu'en Nouvelle-Calédonie, il y a un nombre de signalements qui a augmenté. Pour faciliter le signalement, vous savez que de nouveaux dispositifs ont été mis en place qui permettent, avec des nouveaux numéros de téléphone, des SMS également, et donc nous essayons ainsi de traiter, en permettant de mieux signaler, en étant présents au contentieux, nous essayons de traiter ces phénomènes de violence intrafamiliale. Mais je suis parfaitement lucide. Je suis certaine que dès lors que le confinement va être levé, et peut-être d'ailleurs est-ce déjà le cas chez vous, je pense que les tribunaux seront saisis de manière importante de cas qui auront été révélés pendant cette période de confinement. Un dernier point d'ailleurs, peut-être simplement, vous savez, pour les violences conjugales, cette fois-ci pas les violences enfants, mais les violences conjugales, on a mis en place pendant cette période de confinement, on a mis en place une plateforme d'éviction des conjoints violents. Et l'un des premiers cas à avoir été traité précisément est un cas, non pas en Calédonie, mais outre-mer, à Papeete, une personne qui a été éloignée de son domicile parce que c'était un conjoint violent et que l'on a hébergé pour précisément permettre l'éloignement du domicile. Voilà ce que je souhaitais vous répondre. Monsieur le député Kamardine, vous m'interrogez sur plusieurs points et notamment sur la question de l'impact. Je vais répondre. J'esquisserai quelques éléments de réponse sur votre premier point, c'est-à-dire sur la question de l'état de droit et de l'état civil à Mayotte tout à l'heure, mais je pense que je préférerais vous répondre par écrit. En tout cas, sur votre seconde question, c'est-à-dire sur l'impact des mesures de libération
et la reconduite à la frontière, je voudrais dire ici deux choses. D'abord, à Mayotte, comme ailleurs, il y a un impact des décisions que nous avons prises, puisque nous sommes passés de 190 à 163% de surencombrement, 36 détenus en moins, dont 11 au titre des dispositions issues de l'ordonnance. Ce dispositif de réduction de peine tel qu'il a été instauré dans le cadre de l'ordonnance a abouti donc à des remises en liberté, mais cela n'a pas vocation à faire échec à des mesures de reconduite à la frontière. Le juge pourra en effet considérer que la libération réellement n'interdit pas évidemment la remise à la frontière. Les mesures interviennent directement en sortie de détention, quel que soit le moment de cette détention. Et donc, c'est une instruction interministérielle d'août 2019 qui permet aux établissements pénitentiaires et aux services chargés de l'éloignement d'anticiper ces mesures en proposant donc des dispositifs de reconduite à la frontière. Quand cela est possible, évidemment, et je sais bien toutes les difficultés que nous avons de ce point de vue-là. Mais en théorie, ce n'est pas parce qu'on remet en liberté plus tôt que l'éloignement est impossible. Les deux mesures sont dissociées. Vous m'avez interrogé sur la question de l'état de droit et de l'état civil. Sur ce point-là, je préfère vous répondre par écrit, monsieur le député, si cela est possible, parce que je n'ai pas suffisamment les éléments là pour pouvoir vous répondre de manière claire. Et je compléterai d'ailleurs également par écrit ma réponse à la deuxième question. Enfin, sur la question de l'accès au droit, et vous m'interrogez sur les avocats et sur le fait qu'ils sont totalement à l'abandon. J'ai parfaitement conscience des difficultés aussi bien à Mayotte qu'à La Réunion, et je mesure évidemment la difficulté que rencontrent les avocats. Vous le savez, les avocats ont effectué un référé devant le Conseil d'État qui a donné lieu à une décision rendue le 20 avril, par laquelle il posait clairement la question des masques. Le Conseil d'État a été très clair. Le Conseil d'État a clairement dit qu'il appartenait à l'État par priorité d'apporter la sécurité sanitaire à ses agents, que bien entendu les avocats étant des professions libérales participant au service public de la justice, l'État pouvait leur donner les indications nécessaires de ces filières d'approvisionnement pour qu'ils puissent y avoir accès. Et donc, comme je l'ai redit tout à l'heure aux avocats, je vais leur donner les fournisseurs auxquels nous nous adressons pour qu'ils puissent commander les masques dont ils ont besoin, le cas échéant. Voilà ce que je souhaitais répondre. Monsieur le député Lorion, vous m'avez interrogé sur la situation à la maison d'arrêt de Saint-Pierre et vous me demandez deux choses. Alors peut-être un point sur les effectifs. Depuis le 16 mars, 27 détenus en moins, dont 21 issus des ordonnances, un taux d'occupation qui est donc passé de 110 à 96%. Donc un taux d'occupation qui, à Saint-Pierre, n'est pas excessif. Il n'y a pas de projet immobilier à court terme à Saint-Pierre, mais la mission Outre-mer réalise actuellement une étude de restructuration de l'établissement qui sera finalisée en 2020, donc cette année. Et donc, on peut réfléchir à un travail de type rénovation-extension, comme nous le faisons dans beaucoup d'établissements. Je crois savoir qu'il y a des locaux de gendarmerie qui devraient se libérer à côté de l'établissement en 2023, et cela peut constituer éventuellement une piste pour cette
procédure de rénovation-extension. Mais pour le moment, cela n'est pas budgété. Mais la mission Outre-mer y travaille. Il y a simplement des travaux actuellement qui sont prévus à Saint-Pierre, travaux de téléphonie en cellule et puis d'autres types de travaux de rénovation, mais actuellement, rien d'autre que ce que je vous dis là. Vous m'avez ensuite interrogé sur la question des avocats. Sur la question des avocats, encore une fois, je vous réponds ce que j'ai eu l'occasion de dire tout à l'heure, c'est-à-dire à la fois la prise en compte de l'appui économique dans le cadre de l'ensemble des mesures mises en œuvre nationalement, c'est-à-dire notamment le fonds de soutien avec les 1 500 €, les aides à la prise en charge des loyers, au paiement des factures d'eau, etc., les prêts exceptionnels, bref, donc l'ensemble des dispositifs leur est ouvert et a encore été récemment assoupli par un décret du 16 avril dernier pour permettre qu'il y ait un plus grand nombre de cabinets d'avocats, notamment, qui aient accès au fonds de solidarité de 1 500 € par mois. Merci, Madame la Ministre. 3 nouvelles questions de députés. Madame la députée Danielle Obono, et se prépare Monsieur le député Jean-Hugues Ratenon, ainsi que Madame la députée Maïna Sadj. Danielle, vous avez la parole. Danielle Obono. Oui, merci, Monsieur le Président. Madame la garde des Sceaux, j'ai 3 questions à vous poser. La première sur la situation générale des prisons en Outre-mer et sur le problème que pose l'absence de suivi et de surveillance, puisque les prisons sont un lieu de privation de liberté et néanmoins les droits des personnes détenues doivent être respectés, les droits humains, les droits sanitaires. Et en ce moment, aucune visite parlementaire ou de visite de la contrôleure générale des lieux de privation de liberté ne sont possibles. L'inspection de la justice n'intervient pas. Donc, comment remédier à cette situation de suivi et de garantie pour les droits des détenus que les directions des établissements, en fait, ne peuvent pas assurer seules. Le deuxième point porte sur la situation à Cayenne. Il y a eu un début d'émeute le 1er avril dernier. Je voudrais avoir des précisions sur les suites, sur les réponses, et rappeler quand même que c'est un centre pénitentiaire où il y a une forte surpopulation. Je l'ai visité moi-même en 2018. En janvier de cette année, on comptait 656 détenus pour 616 places, avec des taux de surpopulation de 136 à 147%. L'ordonnance signée là en mars dernier, en mars-avril, permet la libération des fins de peine de manière anticipée, mais prolonge automatiquement les détentions provisoires. Donc, en fait, ça ne va pas changer, ça risque de ne pas changer grand-chose, et donc notamment pour ce qui concerne les maisons d'arrêt. Et donc, je voulais vous interpeller et avoir des précisions sur la situation dans le centre pénitentiaire à ce propos. Et troisième point, sur la situation en Guadeloupe, je rejoins les interpellations de notre collègue Bénin, puisque sur la situation à BMAO, d'abord parce que ce sont des demandes des représentants des personnels sur les masques, et je pense que c'est une discussion plus large sur la nécessité de réviser la doctrine en ce qui concerne les masques, des représentants des personnels qui indiquent qu'il y a une distribution pour le moins aléatoire, le fait que ce ne soit pas distribué, ce soit distribué uniquement aux surveillants et surveillantes en contact avec les détenus dans des lieux clos comme les prisons, et cette doctrine semble quand même fort limitée. Et sur la situation en Guadeloupe également, la question de la prime, je renouvelle puisque vous nous avez rappelé les conditions de cette prime exceptionnelle, mais là aussi, les représentants des personnels rappellent qu'avec un gel des salaires depuis plus de 10 ans, c'est une revalorisation des salaires qu'il faudrait, et ils veulent des consignes claires sur l'attribution en fait de cette prime, et que les choses soient y compris pensées
pour qu'il n'y ait pas simplement des primes exceptionnelles, mais une véritable revalorisation. Merci Daniel. Monsieur le député Jean-Hugues Grattenon a la parole. Jean-Hugues? Oui, merci. Oui, je suis là. Très bien. On t'entend. Oui, merci, Monsieur le Jean-Hugues. Président. Jean-Hugues, on ne te voit pas. On ne me voit pas? Non. Normalement, oui, c'est bon. Parfait, non, on te voit. Ah, d'accord. Vous m'entendez, vous me voyez, c'est bien. Merci, Monsieur le Président, Olivier Servan, Madame la ministre, mes chers collègues. Je voudrais aborder la question des tribunaux et prisons en Outre-mer et dire qu'ils sont structurellement défavorisés et en retard par rapport à l'Hexagone. Nous manquons de moyens, et notamment à La Réunion, par exemple, le contrôleur général des lieux de privation de liberté indiquait qu'en 2014, que la prison du Nord ne respectait pas le droit fondamental à être placé dans une cellule individuelle. En condition d'épidémie, ce droit est évidemment d'autant plus pertinent qu'il permettrait de ralentir une éventuelle diffusion du virus. Dans ses observations, il indiquait aussi que la salle de consultation médicale du quartier des femmes n'était pas adéquate pour recevoir le matériel médical. Qu'en est-il aujourd'hui, Madame la Ministre, alors que ces équipements sont d'une nécessité particulièrement importante durant cette période de crise? Et pour appuyer ma collègue Obono, autre point, je sais qu'aussi là, mon collègue parlementaire Hugo Bernalicis a dans un premier temps été empêché de visiter une prison qu'il a dû saisir le tribunal administratif pour pouvoir faire appliquer son droit de visite qui est dû à tous les parlementaires. Pouvez-vous, Madame la Ministre, nous assurer que tout est désormais mis en œuvre pour que les députés puissent visiter les prisons dès aujourd'hui? Pouvez-vous également nous assurer que les moyens sont mis à disposition des parlementaires pour que toute contamination soit évitée pendant ces visites? Et j'avais un autre point, mais ça a été abordé par mon collègue David Lorion et Madame la Ministre a apporté des solutions, mais juste dire que effectivement, on a baissé le taux d'occupation, mais malgré les 96% de taux d'occupation, j'estime que cela est beaucoup pour une prison où les conditions de détention sont indignes. Je vous remercie. Merci Jean-Hugues. Madame la députée Maïna Sadj, pour la question. Madame la ministre. Oui, excusez-moi. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour, Madame la députée. Merci, chère Nicole, merci beaucoup d'être avec nous ce matin. Enfin, c'est le matin chez moi. Et je profite pour saluer tous mes collègues et notre président. Madame la ministre, je voulais vous dire que la conférence des bâtonniers au mois d'octobre dernier a remis un rapport très intéressant sur l'exercice de la justice en Outre-mer, sur son fonctionnement, sa structure, la problématique de stratégie immobilière. Je voudrais d'ailleurs remercier le maître Lingibé, qui est bâtonnier de Guyane, qui est venu aussi échanger avec nous à l'Assemblée nationale au mois de janvier dernier. Nous, notre inquiétude, elle est que finalement, ces dysfonctionnements qui sont quand même importants en Outre-mer, et notamment en termes d'accès à la justice, d'accès aux droits, de l'aide juridictionnelle, sont en fait amplifiés par la crise du Covid. Donc, je voudrais attirer votre attention plus ce matin sur ce sujet. J'ai bien noté les premières avancées que vous avez proposées avec ce dispositif d'avance et aussi le fait de pouvoir sécuriser la situation des avocats. Mais vraiment, je profite de cette audition, Madame la ministre, pour vous saisir sur le fait que vraiment, les justiciables ont besoin peut-être d'un accès à la justice favorisé par le niveau de l'aide juridictionnelle. Et par exemple, je vous donne le cas à Wallis et Futuna, les accusés sont défendus devant la cour d'assises par des citoyens défenseurs en cas en raison du refus de l'État de prendre en charge les frais de déplacement et de séjour des avocats au barreau de Nouméa. C'est un exemple, il y en a d'autres, mais ce sont des situations, je pense, qu'il faut vraiment regarder de près parce que dans cette période de crise du Covid,
on risque de voir ces situations véritablement s'aggraver. Le deuxième point était lié aux violences conjugales et je vous remercie des mesures que vous avez apportées. Je voudrais préciser qu'entre-temps, vous nous aviez parlé ce matin d'un cas suspect à la prison de Noutania. Donc, j'ai réveillé le ministre là, à 5 heures du matin chez moi, le ministre polynésien de la Santé, qui me précise qu'il s'agit non pas c'est pas intérieur à la prison, hein, et que effectivement une personne travaillant apparemment à Noutania a été confinée, mais que cela ne touche pas je dirais les prisonniers. Enfin, Madame la ministre, moi je voudrais un peu ouvrir le débat sur la suite. Enfin, en tout cas, sur cette période de crise et la suite, sur comment on fait pour lutter contre les nouveaux types de délinquance et incivilités, et notamment sur la question de la cybercriminalité. C'est un point qui revient de plus en plus. On sent que nos entreprises sont gravement menacées, mais aussi les citoyens en ligne qui ont effectivement une activité accélérée et beaucoup plus forte maintenant en utilisant les réseaux, en utilisant Internet, et sont victimes d'attaques cybercriminelles. Comment la justice aujourd'hui s'organise pour peut-être mettre en place de nouveaux dispositifs d'appui et de soutien aux usagers d'Internet. Voilà. Et enfin, dernière question, comment envisagez-vous le retour à la normale pour le 11 mai? Est-ce que c'est une date pivot pour l'ensemble des juridictions en Outre-mer ou est-ce que vous prévoyez des réouvertures progressives, différenciées par territoire? Je vous remercie. Merci, chère Maïna. Madame la ministre, s'il vous plaît, pour les réponses à nos 3 députés. Merci, monsieur le député Servat. À madame la députée Obono, vous me posez, madame la députée, 3 questions. La première porte sur le contrôle exercé par les parlementaires ou par les autorités administratives indépendantes sur les lieux de privation de liberté. Je dois vous dire qu'il n'a jamais été question dans mon esprit d'interdire l'accès des lieux de privation de liberté, quelles que soient les situations, aux élus, ni même à la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Donc, sur les élus, il va de soi que les élus peuvent se rendre dans les lieux de détention, mais ils doivent s'y rendre en respectant les consignes de sécurité sanitaire, c'est-à-dire à la fois avec la question des masques, et puis évidemment en n'arrivant pas avec une cohorte de journalistes avec eux. Donc un député s'est récemment rendu dans une prison dans le nord de la France. Il l'a fait, je crois, avec un journaliste. Il était masqué, c'était très bien et il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Soyons clairs, il est impossible et impensable dans mon esprit d'interdire à un représentant de la nation l'accès à un lieu de privation de liberté. La deuxième entité que vous évoquez, c'est la contrôleure générale des lieux de privation de liberté. Ma réponse est la même. Il n'est pas possible, évidemment, d'interdire, ni possible ni souhaitable d'ailleurs, d'interdire cet accès. Et donc, nous avons mis en place des visites. D'abord, Madame la contrôleure peut se rendre quand elle le souhaite dans un établissement. Et par ailleurs, elle peut, par téléphone, dans le cadre d'un protocole qui a été mis en place, elle peut faire des vérifications téléphoniques. C'est un point qui a été vu avec elle. Je tiens à le réaffirmer très clairement. Très clairement, il n'est pas possible d'interdire les lieux de privation de liberté à qui que ce soit, qui est soit un représentant de la nation, soit l'autorité administrative de contrôle. Mais évidemment en respectant les conditions de sécurité sanitaire. Le deuxième point que vous évoquez porte sur la situation de Cayenne, à Cayenne de Remire-Montjoly. Vous me demandez quelles sont les suites de Remire, de l'incident qui s'est déroulé à Remire le 1er avril. Alors d'abord, il faut savoir que nous avons effectué les travaux à la suite de cette mutinerie.
Les dégâts avaient touché 2 bâtiments en détention et donc nous avons à la fois réaffecté les détenus sur un autre secteur de la détention et effectué les travaux. Ces travaux devraient être terminés cette semaine, donc le bâtiment, il l'est peut-être déjà, le bâtiment devrait être opérationnel vraiment dans les jours qui viennent. Sur les sanctions à l'égard des personnes détenues, nous avons d'une part effectué des transferts par mesure d'ordre qui sont en cours d'instruction contre les instigateurs de cette mutinerie. Et il y a également des poursuites pénales puisque un certain nombre de détenus ont été renvoyés devant la juridiction et devraient passer en jugement le 28 avril. Et d'autres ont été également placés en garde à vue. D'abord, certains, pour terminer, sont allés au quartier disciplinaire. Voilà donc ce que je vous souhaitais dire. Je ne sais pas si j'étais très claire. Donc, les travaux de rénovation d'une part, ensuite des transferts qui sont à l'étude, et enfin des mesures, des sanctions pénales, et enfin encore des mesures disciplinaires à l'intérieur de la prison. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet-là. Vous m'interrogez également… La surpopulation, excusez-moi. La surpopulation à Remire. La surpopulation, alors à Remire, nous avons une capacité d'accueil de 616 détenus. Au 16 mars, il y en avait 721 et au 20 avril, il y en avait 649. Donc nous sommes encore légèrement au-dessus de notre capacité d'accueil. Mais voilà, nous sommes encore légèrement au-dessus de notre capacité d'accueil. Je dois également répondre à votre question sur la détention provisoire. Simplement pour vous dire, je ne reprends pas les explications que j'ai eu l'occasion de donner au Parlement, simplement pour vous dire que les mesures que nous avons prises qui prolongent de plein droit les délais de reconduction de la détention provisoire sont des mesures temporaires. D'une part, elles sont liées à 2 éléments. D'abord au fait que, comme nous sommes en période de confinement, les magistrats n'étaient pas présents au tribunal, et donc c'est la conséquence de ces mesures de confinement. Et d'autre part, il était important que nous prenions ces mesures pour éviter des remises en liberté automatiques lorsque des débats ne se seraient pas tenus. Je tiens ainsi à préciser que la détention provisoire concerne des personnes qui ont une réelle dangerosité, puisque, simplement pour vous donner un ordre d'idée, sur 15 000 personnes placées en détention provisoire, il y en a 10 000 qui le sont pour des faits criminels et 5 000 pour des faits de nature correctionnelle. Donc, c'est un point important. Ces mesures que nous avons prises sur la détention provisoire, nous entendons y mettre fin dès lors que le confinement sera terminé et dans les délais les plus rapprochés de la date de fin de confinement. Nous sommes donc en train de préparer une ordonnance en ce sens pour que ces mesures qui, je le répète devant vous, étaient provisoires et étaient uniquement la conséquence des plans de continuation d'activité dans les juridictions, pour que ces mesures prennent fin le plus tôt possible. Enfin, vous m'interrogez sur BMAO. Je ne souhaite pas reprendre ce que j'ai dit depuis ce que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais vous m'interrogez plus spécifiquement sur 2 sous-questions. Vous me dites que la distribution des masques est aléatoire. Je ne sais pas pourquoi est-ce que vous dites cela. S'il y a une difficulté, je vais demander à la mission Outre-mer de se rapprocher du chef d'établissement. Mais les distributions de masques se font de manière très précise, très régulière, pour les agents qui sont en contact étroit et rapproché avec les personnes détenues. La règle est la même partout et donc je ne vois pas pourquoi elle s'effectuerait différemment à BMAO. Mais enfin, Madame la directrice de la mission Outre-mer va évidemment vérifier ce qu'il en est. Enfin, vous m'interrogez sur la prime pour les personnels qui ont travaillé dans notre ministère pour prendre en charge cette situation particulière. Je ne reprends pas ce que j'ai dit sur la prime exceptionnelle tout à l'heure. C'est une prime exceptionnelle qui sera attribuée en raison des situations particulières liées à un travail et à des sujétions
particulière. Donc, c'est sur cette base-là, théoriquement, que nous allons réfléchir, mais un décret est en cours de préparation. Il n'est pas encore édicté et donc il m'est difficile à ce stade de vous en dire davantage car il s'agit évidemment d'une question éminemment interministérielle. Voilà ce que je souhaitais dire. Monsieur le député Ratenon, vous m'interrogez à la fois sur les députés qui peuvent visiter les prisons. Je crois vous avoir répondu de ce point de vue-là en répondant à Madame Obono et je n'ai donc rien d'autre à ajouter. Et vous m'interrogez également sur le manque de moyens. Je ne sais pas si c'est je n'ai peut-être pas été suffisamment attentive à votre question et je ne sais pas si c'est un manque de moyens dans les juridictions ou dans les établissements pénitentiaires auxquels vous faisiez état. Je puis vous assurer en tout cas que aussi bien la direction des services judiciaires que la direction de l'administration pénitentiaire est très attentive à traiter de la manière la plus équitable ces juridictions en prenant en compte les spécificités dans lesquelles elles inscrivent leur action. Voilà ce que je souhaitais dire, monsieur le député Servat, sur ces sujets-là. Ah non, pardon, excusez-moi, j'ai oublié madame la députée Maïna Sage. Alors, Madame la députée, vous reprenez la question des avocats. Là non plus, je ne veux pas être trop longue et donc je ne reprends pas ce que j'ai évoqué tout à l'heure. Moi, je le dis et je ne cesserai de le répéter, la justice a besoin des avocats pour fonctionner. Et donc, ce n'est pas dans une attitude de recherche constante de griefs qu'il faut que nous nous inscrivions, mais c'est bien dans une attitude constructive et partagée. C'est ce que j'ai encore répété tout à l'heure aux représentants de la profession des avocats. Et dans ce cadre-là, je le redis devant vous, nous prenons à la fois des mesures économiques, des mesures qui sont importantes, puisque lorsque je parlais de l'avance en termes d'aide juridictionnelle, je l'ai dit et je le redis, c'est tout de même 50 millions d'euros, plus l'ensemble des autres mesures prises par le gouvernement qui sont destinées à soutenir cette profession qui, dans la situation actuelle, en a évidemment éminemment besoin. Et à côté de cela, évidemment, nous travaillons avec eux pour remettre en fonctionnement les juridictions au-delà des plans de continuation d'activité à partir du 11 mai. Vous m'interrogez également sur les violences conjugales, mais je vous ai dit que c'était un point extrêmement important pour nous et donc nous avons pris encore une fois toutes les mesures nécessaires pour qu'elles soient traitées dans le cadre de cette période de confinement. Vous m'interrogez aussi sur le développement des nouvelles formes de criminalité. Nous évoluons grâce à vous, grâce au concours du Parlement de ce point de vue-là, puisque vous le savez, une proposition de loi qui a été portée par la députée Laetitia Avia est quasiment aboutie et elle le serait sans doute si nous n'avions pas connu l'interruption liée au Covid. Cette disposition de la loi Avia nous permettra de mieux saisir tous les propos haineux sur Internet et met en place des dispositifs spécifiques pour saisir cela. Par ailleurs, nous avons également des dispositifs existants liés à la cybercriminalité, avec notamment la plateforme Pharos et puis à Nanterre, la plateforme de Nanterre pour le nom m'échappe, pour les délits qui sont commis avec la carte bleue. Et donc, nous avons vraiment là la volonté sur ces champs-là d'agir de manière extrêmement efficace. Et donc, c'est important pour nous, par ces multiples dispositifs, de déployer une action en matière de cybercriminalité. Je dois également dire que le parquet de Paris, qui est très actif sur ce dossier-là, déploie une section spécifique consacrée à la cybercriminalité en la dotant d'effectifs particuliers. Et donc, je crois que nous essayons d'être, je ne sais pas si j'allais dire en avance, mais en tout cas d'être très réactifs par rapport au développement de la cybercriminalité. Voilà ce que je souhaitais dire, Madame la députée et Monsieur le député Servat. Bien.
Merci, Madame la Ministre. Eh bien, maintenant, dernière salve ou vague de questions des députés Serville, Mathiazin, notamment. Alors, Monsieur le député Gabriel Serville, vous avez la parole. Merci, Président. Bonjour, chers collègues. Madame la garde des Sceaux, bonjour. Et merci pour ce temps que vous accordez à notre délégation. Vous l'avez effectivement évoqué, ainsi que la députée Danielle Obono, à qui je tiens à présenter mes remerciements pour cette belle solidarité à l'égard de s'ajouter à une liste déjà longue au centre pénitentiaire de Remiremont-Joly. Fort heureusement, cette insurrection n'a causé que des dégâts matériels. Si l'enquête interne doit permettre de déterminer les causes exactes de cet incident, la suspension depuis le 18 mars de l'accès au parloir dans le cadre de la prévention contre le coronavirus a fait monter la frustration et l'animosité parmi les détenus de cet établissement dont le surpeuplement ne cesse de créer des inquiétudes au sein du personnel fortement mobilisé par ailleurs, malgré la pénurie et l'arrivée tardive des masques de protection. Toutefois, le centre pénitentiaire de Guyane n'est pas le seul à déplorer une mutinerie depuis le début du confinement, puisque des événements similaires se sont produits à Nice ou encore à Écrouves. De votre décision de réserver la détention provisoire aux faits les plus graves et surtout, d'autre part, de l'entrée en vigueur de l'ordonnance facilitant les libérations anticipées des détenus qui sont à 2 mois de leur fin de peine. D'ailleurs, je plaide pour un meilleur accompagnement de leur réinsertion par ces temps de crise sanitaire. Ceci étant posé, Madame la garde des Sceaux, nous souhaiterions connaître les chiffres actualisés de l'occupation du centre pénitentiaire de Guyane, ainsi que le nombre exact de détenus qui ont bénéficié de l'ordonnance précitée. Enfin, 3 ans après la signature de l'accord de Guyane, nous craignons fortement les conséquences budgétaires de la crise du Covid-19. Nous craignons que ces conséquences ne mettent à mal la programmation des engagements du gouvernement. C'est pourquoi je sollicite l'état d'avancement des différents chantiers envisagés, que ce soit à Cayenne ou à Saint-Laurent-du-Maroni. Et je vous en remercie, Madame la garde des Sceaux, même si vous avez déjà donné quelques chiffres à la collègue Danielle Obono. Je pense qu'il ne serait pas de trop que de nous les confirmer, tout simplement. Merci d'avance. Merci, Gabriel. Et enfin, dernière intervention, Monsieur le député Max Hazard. Merci, collègue. Merci, cher collègue Olivier. Bonjour, Madame la ministre. Bonjour de la Guadeloupe, d'où je vous parle. Alors, vous avez mes collègues Olivier. Merci beaucoup. Mes collègues Olivier et Justine ont posé des questions essentielles et vous avez répondu notamment sur l'avancée des travaux prévus pour les prisons de Bémao et de Basse-Terre ainsi que pour le tribunal, les tribunaux, je dirais. Est-ce que vous pourrez nous faire parvenir tout ceci, puisque nous sommes interrogés, je ne dirais pas quotidiennement, mais souvent par nos concitoyens? Est-ce que vous pourriez-vous faire parvenir à chacun d'entre nous, députés et parlementaires guadeloupéens dans leur ensemble, un point sur la situation, un point écrit sur la situation, ce qui nous permet, puisque je n'ai pas tout retenu, je n'ai pas pu tout noter, bien que je pourrais revenir à la vidéo, mais sur ce que vous nous avez dit. La deuxième chose, c'est que il se court un bruit selon lequel il y aurait eu, notamment au centre pénitentiaire de Bémao, à la prison de Bémao, qu'il y aurait eu des cas de coronavirus parmi le personnel de surveillance et que certains auraient été mis en quarantaine ou en congé à cause de ces cas. Est-ce que vous pouvez me confirmer que cela a bien eu lieu? Et combien, s'il vous plaît, si ça s'est avéré qu'il y a eu des cas de contamination de Covid-19 en Guadeloupe, en tout cas, parmi les surveillants. Merci beaucoup. Voilà, Madame la Ministre, ces 2 dernières questions. Vous allez pouvoir y répondre et éventuellement dire un mot de conclusion. Merci, messieurs les députés. Alors, monsieur le député Serville, vous m'interrogez sur les effectifs à Remire. Donc, nous sommes passés de 117 à 105% de surpopulation, avec 72 détenus en moins depuis le 16 mars. 72 détenus en moins,
dont 33 libérations dans le cadre de l'ordonnance. Je le répète, dans le cadre de l'ordonnance, les autres étant soit des fins de peine normales, soit des diminutions liées à la faible activité juridictionnelle. Donc, ça nous donne à peu près une petite quarantaine de surpopulation, une petite quarantaine de détenus en surpopulation. Donc, c'est évidemment, nous devons toujours être vigilants parce que il ne faut pas évidemment ne pas penser qu'à partir du moment où l'activité juridictionnelle va reprendre, le nombre de personnes placées en détention augmentera, même si la loi de réforme de la justice que vous avez votée le 23 mars 2019 nous permet de déployer dorénavant des dispositifs destinés à éviter les courtes peines. Voilà donc la question des effectifs. Sur l'état des travaux à remire, peut-être ne vous ai-je pas répondu, mais il y a les travaux qui sont liés aux incidents sont terminés. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, vraiment la réaffectation des détenus dans ces bâtiments doit être faite de manière imminente, d'une part, et d'autre part, mais ça c'est une approche beaucoup plus globale, comme vous le savez, nous avons un projet, enfin qui est plus qu'un projet, à Saint-Laurent-du-Maroni, et donc les travaux là suivent leur cours de manière telle que c'était prévu, avec des études qui sont en cours, aussi bien pour la juridiction que pour l'établissement pénitentiaire, puisque les deux se situent côte à côte. Et si ma mémoire ne me fait pas défaut, nous avions prévu une ouverture en 2024, 24-25 peut-être, mais si vous le voulez, monsieur le député, je vous apporterai des précisions par écrit. Voilà ce que je souhaitais vous dire sur ce sujet. Monsieur le député Mathiazan, sur BMAO, sur Basse-Terre, je ne vais pas reprendre les éléments que j'ai donnés tout à l'heure, mais ainsi que vous me le demandez, nous allons vous faire un point écrit à l'ensemble des députés de Guadeloupe, de l'état des travaux, aussi bien centre pénitentiaire que palais de justice, puisque là, il y a beaucoup de travaux qui sont prévus, d'extension dans les deux cas, d'extension-réhabilitation. Donc, on va vous faire un point écrit sur ces sujets-là. Vous m'interrogez sur l'existence d'un cas de coronavirus à BMAO. Donc, effectivement, il y a un surveillant, un surveillant dont je ne donne pas ici le nom, qui a été testé positif au Covid-19, mais il va mieux et il a repris le travail. Donc, il est guéri aujourd'hui. Il n'a pas été en contact avec ses collègues ou avec les détenus parce qu'il était en vacances au moment où il a été testé positif au Covid-19. Pour vous dire d'ailleurs les choses telles qu'elles sont, au moment où nous parlons dans la France entière, alors je vous donne les chiffres du 20 avril parce qu'ils évoluent toujours positivement, les derniers chiffres que nous avions faisaient état de 33 détenus testés positifs, donc 33 sur les 62 000 détenus actuellement en détention, ce qui est évidemment un chiffre très faible et qui montre que la stratégie de confinement et de suspension des parloirs que nous avons adoptée était la bonne stratégie. Pour la mission Outre-mer, au 23 avril, il y a 3 personnes qui ont été confinées et une hospitalisée. Il y a une personne confinée à Basse-Terre et 2 à Saint-Denis de la Réunion. Voilà ce que je souhaitais dire sur ces sujets-là. Je voudrais également donner une précision à M. Ratenon, que je n'ai pas donnée tout à l'heure, à propos de l'effort de la justice sur son territoire, en vous disant que c'est évidemment, nous y portons une attention particulière et nous allons
doter de 2 postes la juridiction de Mamoudzou, donc au mois de septembre, avec des personnes sorties d'école. Et puis, il y aura également un poste de juge placé auprès du premier président de Saint-Denis, en remplacement d'un magistrat qui est actuellement partant. Donc, nous essayons, à partir des ressources dont nous disposons, de doter les territoires des magistrats nécessaires pour faire que notre service public fonctionne au mieux. Mais j'ai bien retenu que vous attendiez ma visite, notamment à Mayotte, et je sais qu'il y a là des difficultés dont nous devrons évidemment tenir compte. Voilà, Monsieur le député Servat, ce que je souhaitais vous dire. Excusez-moi, juste une précision parce que je n'ai pas été claire sur les effectifs donnés par la mission Outre-mer. Les 3 personnes qui sont confinées n'ont pas été détectées positives. Il y a une suspicion simplement de Covid-19. Voilà, je voulais juste rajouter cela. Voilà, Monsieur le député Servat, Monsieur le Président, pardon, ce que je souhaitais vous dire. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour tout d'abord cette initiative que vous avez prise, à laquelle nous sommes tous ici très sensibles. Il est rare d'ailleurs que les ministres prennent l'initiative de vouloir être auditionnés par la délégation d'Outre-mer, c'est dire l'intérêt que vous portez à la France archipélagique. Et je retiens aussi des réponses claires à des questions claires. Je retiens aussi des annonces, notamment sur la production de masques lavables. C'est une bonne chose. Et je ne doute pas que les députés se joindront à moi pour vous remercier de votre initiative et de vous souhaiter bonne continuation dans la mise en œuvre des solutions post-Covid. C'est moi qui vous remercie d'abord d'avoir été présent et puis simplement pour vous dire que si j'ai souhaité la tenue de cette rencontre avec vous, c'est parce qu'à chaque fois que nous prenons des décisions, nous essayons d'avoir ce réflexe outre-mer pour nous dire que la France, c'est cette diversité-là aussi. Voilà, merci à vous tous. Merci beaucoup et bonne continuation, Madame la